Bonjour Pierre-Alexandre Anglade. Bonsoir. Vous êtes donc député La République En Marche, député des Français établis au Benelux. Vous êtes l'un des responsables Europe du parti présidentiel. Vous êtes aussi le vice-président de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, dont vous devriez aussi être d'ailleurs, soit dit en passant, le président. On en reparlera tout à l'heure si l'actualité nous en laisse le temps. Ce n'est pas le plus important. Une actualité européenne chargée, dominée par le départ, bien sûr, des Britanniques de l'Union européenne, départ annoncé. Alors, cette fois, c'est la bonne. Vous pensez que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre? C'est au Parlement britannique de le dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons un accord, qui est un bon accord, qui permet de préserver les intérêts des Européens, en premier lieu, le marché intérieur, d'éviter une frontière dure entre les deux Irlandes, qui préserve les droits des citoyens, et puis un accord qui permet à nos amis britanniques de quitter l'Union européenne comme leurs citoyens l'ont souhaité il y a maintenant 3 ans. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que demain, à Londres, les parlementaires britanniques votent cet accord et qu'ils quittent l'Union européenne comme les citoyens britanniques l'ont exigé il y a maintenant 3 ans. Boris Johnson parle d'une victoire politique. Pour vous, c'est une victoire politique pour le Premier ministre conservateur britannique? Moi, je n'aime pas parler de victoire ou de défaite. Moi, je regrette, au fond, le départ des Britanniques de l'Union européenne. Je trouve que c'est un déchirement terrible pour l'Europe qui s'est construite sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, qui a mis du temps à construire son unité. Et le départ d'un pays, c'est un mauvais signal. Certains considèrent que le départ comment dirais-je, des Britanniques, du Royaume-Uni, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe parce qu'elle mettait des freins, elle considérait que l'Europe n'était qu'un grand marché et qu'en fait l'Europe pourra se construire peut-être mieux et plus vite sans les Britanniques. Peut-être, nous le verrons. En tout cas, moi je pense que lorsqu'un membre quitte un club, c'est une mauvaise nouvelle. Et moi ce que je souhaite, c'est qu'effectivement l'Europe puisse avancer. Et aujourd'hui, l'Europe est bloquée, non pas parce que les Britanniques mettent des freins, mais parce que les Britanniques veulent quitter l'Union et que rien ne se passe parce qu'ils ne la quittent pas. Et donc l'urgence aujourd'hui, c'est que nous réglions cette question politique pour que l'Europe puisse enfin répondre aux nombreux défis qui se posent à elle, et nous pourrons en parler dans les minutes qui viennent, pour que nous puissions enfin montrer aux citoyens français et européens la valeur ajoutée de cette union dans un monde qui est un monde de grands bouleversements. On va reparler de l'avenir de l'Union européenne. D'abord un mot de Sylvie Goulard, qui était la commissaire européenne pour la France, qui avait été choisie par Emmanuel Macron. Elle ne sera pas commissaire européenne puisque le Parlement européen s'y est opposé. Quelle est votre analyse de ce qu'on peut considérer comme un affront fait à la France ? Moi, je ne parle pas d'affront. Le Parlement européen est souverain et donc il vote comme il l'entend. Cela étant, moi, je note qu'il y a eu des logiques politiques qui dépassent largement la question de Sylvie Goulard. Certains au Parlement européen, les conservateurs de droite et de gauche, ont voulu faire le second tour de l'élection européenne, n'acceptant pas que leur hégémonie sur l'hémicycle de Strasbourg ait pu être remise en question. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est qu'il y ait une nouvelle force centrale, pivot, au cœur du Parlement européen, qui est un groupe politique qui s'appelle Renew, qui a été créé par le président de la République et ses alliés démocrates et libéraux en Europe, sans lequel aucune majorité peut se faire. Et donc ce qu'ils ont voulu faire, c'est envoyer un message politique. Il est aujourd'hui reçu, et ce que je souhaite maintenant, c'est que les uns et les autres retrouvent leur calme et que nous puissions avancer enfin dans cette législature qui est importante. Alors, question à 100 000 €, quelle personnalité française pour remplacer Sylvie Goulard? Des personnalités de talent, il y en a dans notre pays. Michel Barnier, peut-être, on parle beaucoup de Michel Barnier, le représentant, celui qui s'occupe en fait des négociations avec les Britanniques pour l'Union européenne. Il y a beaucoup de noms qui circulent et Michel Barnier est un grand Européen et qui fait un travail remarquable sur le Brexit et chacun le reconnaît. Je crois qu'aujourd'hui, il est prématuré de donner un nom. Ce qui est important, c'est de trouver une majorité au Parlement européen. Ce qu'il s'est passé aussi, c'est l'absence de majorité. Et donc, avant de proposer un nom, trouvons une majorité. C'était le sens de la réunion ce matin entre le président de la République et ses homologues européens pour que la majorité au Parlement européen soit stable, solide, qu'on puisse avancer sur un programme de travail et ensuite on donnera un nom. Le président Macron devrait annoncer ce nom prochainement ? Bien écoutez, moi je crois que d'après sa conférence de presse cet après-midi, les discussions avec ses partenaires européens sont allées dans le bon sens. Maintenant c'est au Parlement européen, les différents leaders politiques de s'entendre sur une coalition qui puisse fonctionner. Et lorsque cette coalition sera stable, eh bien la France proposera un nom. Ce qui veut dire que l'entrée en fonction de la nouvelle commission sera retardée d'autant? Manifestement, la prochaine commission n'entrera pas en vigueur le 1er novembre, elle le sera au 1er décembre ou peut-être au 1er janvier, nous verrons. Alors, 3 questions sur l'offensive turque en Syrie. La première, pourquoi les Occidentaux, les Américains en tête bien sûr, mais aussi d'une certaine manière la France, ont-ils lâché les Kurdes qui avaient, il faut le rappeler, quand même vaincu les djihadistes de l'État islamique? Il y a une offensive turque qui aujourd'hui sème le chaos en Syrie et qui provoque beaucoup d'inquiétudes et qui d'ailleurs appelle à un certain nombre de commentaires. Le départ américain est effectivement un coup de poignard dans le dos, planté dans le dos de nos alliés kurdes qui ont fait un travail extrêmement important dans la lutte contre Daesh. Les Européens aujourd'hui n'ont pas les capacités stratégiques
d'intervenir. Il y avait aussi des forces spéciales françaises. Il y avait des forces spéciales françaises, mais qui sont de fait contraintes de se déplacer du fait du départ des Américains et de l'offensive turque. Ce que nous enseigne cette offensive, c'est qu'aujourd'hui, les Européens ne sont pas pleinement souverains pour intervenir sur des théâtres d'opération. Pendant trop longtemps, nous avons dépendu des Américains et de leur bon vouloir, et l'on se rend compte que lorsqu'ils s'en vont, nous sommes exposés. Et donc, ce que cela appelle, c'est à la construction d'une défense européenne. C'est ce que porte le président de la République depuis maintenant 2 ans et demi. Il y a une première étape qui était l'initiative européenne de défense qui a permis aux pays européens de s'entendre et d'avancer ensemble avec un fonds européen de défense pour construire de l'armement. Et puis maintenant, il faut aller sur un volet plus stratégique, opérationnel, pour être capable d'intervenir lorsque c'est nécessaire. Alors justement, à propos d'intervention, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Boris Johnson veulent rencontrer le président Erdogan. Ils l'ont annoncé aujourd'hui à Bruxelles. Ils veulent le rencontrer dans les prochaines semaines. Mais on a quand même l'impression que l'Europe, en tant que telle, elle est un peu, comment dirais-je, spectatrice de ce qui se passe dans cette tourmente au Moyen-Orient. Oui, parce que nous ne sommes pas pleinement souverains sur les questions de défense. La France est une grande puissance militaire. Elle intervient dans beaucoup de théâtres d'opération au Sahel contre le terrorisme. Elle l'a fait aussi en Syrie dans un certain nombre de circonstances. Mais aujourd'hui, force est de constater que les Européens ne sont pas organisés pour être capables d'aller sur des théâtres d'opération à haute intensité, comme ça peut être aujourd'hui le cas en Syrie. Et donc ça appelle à une organisation des Européens, à la construction de cette défense européenne. Maintenant que le président de la République, Angela Merkel, et d'autres aillent rencontrer Erdogan pour qu'une solution diplomatique puisse être trouvée, et puis aussi pour qu'on s'interroge sur le fonctionnement de l'OTAN. Parce que nous sommes dans une alliance commune avec les Turcs. Selon vous, la Turquie a encore sa place dans l'OTAN? La Turquie est un pilier important de l'OTAN. C'est la 2e armée de l'OTAN. Et donc elle a un rôle important. Mais on peut s'interroger sur le fonctionnement de cette alliance où l'un de ses membres éminents s'affranchit des règles que nous avons collectivement élaborées pour aller attaquer un pays, ou en tout cas les Kurdes, et déstabiliser un pays et une situation que nous avons cherché à stabiliser depuis maintenant près de 10 ans, qui ajoute de la souffrance à des populations civiles qui ont déjà beaucoup souffert et qui expose les Européens et qui pourrait créer la résurgence de Daesh, ce qui est un problème sécuritaire majeur pour l'Europe. Alors justement, Pierre-Alexandre Anglade, à propos de Daesh, les Kurdes de Syrie détiennent de nombreux prisonniers de djihadistes, notamment de Daesh, et aussi des Français. S'ils s'évadent ou s'ils sont libérés, que doit faire la France? Il y a 3 cas de figure. Si certains venaient à s'évader, et il faut faire très attention à ce qu'on dit parce qu'il y a beaucoup de supputations, il est fort à parier que beaucoup d'entre eux, ou certains d'entre eux, retourneraient avec Daesh combattre sur le terrain. Et donc là, c'est à la coalition internationale d'agir pour continuer à lutter contre Daesh. Donc cela ne serait pas une menace directe pour la France. Pour anéantir Daesh. Il y a un autre cas de figure, ce serait ceux qui partiraient en Irak et qui commettraient des exactions en Irak. À ce moment-là, ce serait à l'État irakien de les judiciariser, de les juger et, le cas échéant, de les incarcérer. Et puis, un troisième cas de figure, ce serait celles et ceux qui voudraient quitter la Syrie pour revenir vers l'Europe et peut-être notamment vers la France. Ils devraient être arrêtés, jugés en France? Il y a aujourd'hui un protocole d'accord avec la Turquie qui fait que lorsque l'une de ces personnes est détectée sur le sol turc ou dans un aéroport pour aller vers un pays européen, eh bien, ils sont immédiatement interpellés à leur descente d'avion, judiciarisés et incarcérés. Et donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention à ce qui peut se dire ou s'écrire en ce moment dans les journaux. Il n'y aura pas de vague de djihadistes qui vont arriver demain en France, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'aller direct entre le nord syrien et Charles de Gaulle. Votre objectif, c'est qu'il reste plutôt en Turquie? Mais non, l'objectif, c'est que celles et ceux qui commettent des exactions au Proche-Orient soient jugés sur place, et celles et ceux qui viendraient se rendre en Europe, eh bien, soient interpellés, judiciarisés et incarcérés dans les prisons françaises. Ça veut dire quoi? Qui va les juger? Les tribunaux français? Les justice internationale? Les tribunaux français. Les tribunaux français, c'est déjà le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de djihadistes qui reviennent en France, qui sont interpellés, mis en examen et ensuite incarcérés. Alors, Pierre-Alexandre Anglade, la France discute en ce moment de l'immigration à l'Assemblée nationale. C'est sans doute un des enjeux, d'ailleurs, français, européens et mondial les plus importants de ce XXIe siècle. Qu'est-ce qui empêche l'Union européenne d'avoir une réponse commune face à l'immigration? Il y a beaucoup de choses qui empêchent l'Union européenne d'avoir une réponse commune. Moi, je pense déjà que les procédures qui sont les nôtres ne sont plus adaptées à l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'États qui font preuve d'égoïsme nationaux, où ils voient leurs petits intérêts électoraux et qui n'osent pas affronter cette question. Moi, je pense que Schengen, le règlement de Dublin, qui sont les règles qui organisent aujourd'hui l'immigration, doivent être profondément repensées, que nous devrions peut-être sortir de Dublin pour aller vers un traité de Lampedusa, qui serait symboliquement... Dublin, il faut rappeler ce que c'est que quand un candidat à l'immigration
entre dans un pays de l'Union européenne, normalement, il doit rester dans ce pays-là. Sa demande d'asile doit être traitée dans le pays d'accueil, ce qui crée une pression excessive sur les pays d'Europe du Sud. Et on voit bien qu'un certain nombre de pays ne jouent pas le jeu. Alors, ce qui veut dire qu'il faudrait installer des quotas pour les autres pays, en dehors de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne? Non, je ne suis pas sûr qu'il faille parler de quotas, parce que lorsqu'on parle de quotas, ça peut immédiatement effrayer un certain nombre de personnes. Et on a bien vu qu'en 2015, au plus fort de la crise, ça n'avait pas fonctionné. Cela étant, moi je pense qu'il faut être capable de créer un mécanisme selon lequel les États membres volontaires seraient capables de s'entendre et de se répartir les demandeurs d'asile, les réfugiés qui peuvent prétendre à cette protection, et puis le cas échéant, reconduire celles et ceux qui n'ont pas vocation à venir sur le continent européen. Un mot encore sur le sommet européen de ce moment, qui se tient en ce moment à Bruxelles. Emmanuel Macron a dit qu'il s'opposait à l'ouverture de négociations pour l'adhésion à l'Union européenne de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Jean-Claude Juncker, le président sortant de la Commission européenne, vient de parler d'une erreur historique. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'avant tout élargissement supplémentaire, il faut d'abord être capable d'approfondir l'Union européenne. Et aujourd'hui, ça, c'est la position d'Emmanuel Macron. Oui, et puis c'est ma position par ailleurs. Et moi, je trouve qu'il y a un paradoxe assez extraordinaire à demander à ce que nous élargissions encore plus notre union à un moment donné où celle-ci dysfonctionne gravement. Et le Brexit en est l'éclatante démonstration. On ne risque pas, justement, en refusant à ces deux pays d'entrer dans l'Union européenne, en tout cas de négocier leur entrée, comment dirais-je, de renforcer les forces les plus anti-européennes dans ces pays-là? Non, je ne crois pas. Moi, ce que je crois, c'est que ces pays doivent comprendre qu'ils auront un jour vocation, peut-être, à rentrer dans l'Union européenne. Mais qu'avant cela, l'Europe doit être capable de s'approfondir. Aujourd'hui, vous avez des États européens qui demandent à ce que le budget européen soit diminué, parce qu'on donne moins d'argent, et qui dans le même temps demandent l'élargissement à l'Union européenne, ce qui devrait, au fond, ce qui est une injonction absolument contradictoire. Donc moi je dis, prenons le temps de gérer le Brexit, d'avancer sur la feuille de route que l'on s'est donnée au moment des élections européennes, et le moment venu, faisons entrer ces pays si ils ont vocation à entrer, mais ce n'est pas l'heure. Une dernière question peut-être un peu difficile, il y a un grand malaise en ce moment entre les citoyens européens et les dirigeants européens, tels que l'Union européenne fonctionne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous en priorité pour réconcilier les citoyens européens avec l'Europe ? C'est une question effectivement éminemment complexe, on ne peut pas y répondre en quelques secondes. Moi, ce que je pense, c'est que l'Europe a des réalisations extrêmement concrètes dans la vie de nos concitoyens, que l'Europe est aujourd'hui le levier de puissance le plus pertinent lorsque l'on évoque les crises que l'on vient d'évoquer, qu'il y a beaucoup de succès et que les chefs d'État et de gouvernement, lorsqu'ils reviennent dans leur État membre, feraient bien de valoriser ces succès. C'est ce que fait le président de la République lorsque les choses vont bien, et il dit aussi lorsque ça ne va pas bien. Quand ça va bien, c'est parfois aussi grâce à l'Europe. Mais bien sûr. Et donc ça, il faut le dire. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut être capable de remettre l'Europe au cœur du débat politique dans notre pays et dans beaucoup de pays européens. Et éviter, lorsque l'on est un homme ou une femme politique, d'imputer l'ensemble des maux que connaissent nos États membres à Bruxelles ou à Strasbourg, alors qu'en réalité, les maux, ils sont bien souvent nationaux. Merci Pierre-Alexandre Anglade d'être venu parler de l'Europe, notamment dans le 64 minutes. Merci beaucoup. Merci à vous.